Bienvenue. Je pense qu'on est tous ravis de pouvoir se retrouver enfin pour des événements en présentiel. Et donc, au nom du Cercle, on est vraiment ravis de vous avoir tous avec nous aujourd'hui. Donc, pour cet atelier consacré à la Covid et l'impact de la Covid sur l'exécution des contrats, j'ai le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Madame Céline Leroy, qui est associée Litigation and Forensic du cabinet 8 Advisory. Stéphanie Smat-Pinelli, directrice juridique contentieux du groupe Orano, et on a le plaisir d'avoir Monsieur le Président Paul-Louis Netter du Tribunal de commerce de Paris. Voilà, donc l'idée de cet atelier, donc, c'est de voir quel est l'impact de la survenance de la Covid-19 sur l'exécution des contrats et sa possible qualification en cas de force majeure. Peut-être un petit rappel pour dire que du point de vue du droit des marchés publics, il y avait une déclaration de la part de notre ministre des Finances de l'époque pour considérer la Covid-19 comme un cas de force majeure. S'en est suivi notamment une décision de la Cour d'appel de Colmar en matière de droit des étrangers qui a reconnu effectivement la Covid comme un cas de force majeure. Mais est-il des contrats du droit privé et déjà peut-être un petit rappel sur les cas de pandémie qu'on a pu connaître par le passé et comment est-il traité par les juges judiciaires. Donc là, peut-être je peux passer la parole, Monsieur le Président. Est-ce que vous voulez nous dire deux mots, ou Stéphanie? Ou en tout cas, vas-y. Merci. Bonjour à tous. Je suis aussi ravie de vous revoir en vrai. Alors non, j'ai pas eu nécessairement personnellement l'occasion de traiter de ce type de dossier par le passé. Néanmoins, la pandémie nous a tous, les uns et les autres, j'imagine, permis de nous replonger un petit peu dans ces jurisprudences. Et ce que j'en retiens vraiment, c'est que c'est une vraie analyse au cas par cas, et c'est une analyse in concreto qui demeure dans la grande majorité des cas, avec quand même très souvent, dans les quelques décisions que j'ai pu constater, plutôt une tendance à ne pas retenir la force majeure, surtout en considération du critère de l'irréversibilité, qui est en réalité le critère qui est le plus, à mon sens, subjectif, puisque c'est celui qui nécessite vraiment une démonstration un peu plus élaboré que le caractère imprévisible qui est souvent, typiquement pour le Covid, assez incontestable. Le caractère irréversible l'est moins, parce que en fonction des contrats, on a vu que les entreprises ont fait preuve finalement d'une grande adaptabilité, d'une grande souplesse aussi dans l'application de leurs contrats. Et c'est ce que je retiens moi des décisions passées, de l'analogie que je pourrais faire avec les décisions à venir, c'est-à-dire vraiment de cette appréciation de la possibilité de réaliser certaines des obligations contractuelles, à minima, la capacité aussi d'adapter les contrats, d'adapter les montants, de conclure des avenants, et toutes ces choses-là et ces débats-là vont à mon avis être les débats les principaux qui vont émerger, et qui en réalité émergent déjà, parce que j'anticipe un petit peu sur la suite, on a encore peu de contentieux. Alors moi j'interviens vraiment avec ma casquette contentieux. Pour l'instant on a eu plutôt beaucoup de discussions amiables, ou en tout cas de tentatives de poursuivre à tout prix l'activité, qui est en fait quelque chose qui montre que tout n'était pas irréversible. Les contentieux vont un petit peu arriver maintenant, j'imagine. C'est un peu le temps du bilan, après celui de la sidération et de la réaction. Donc, pour ce qui concerne le passé, je pense que l'analogie qu'on fait, c'est bien celle de l'interprétation au cas par cas de chacune des situations, et parfois un travail très minutieux d'analyse des obligations concernées et de l'impossibilité ou pas, complète ou partielle, de les exécuter. Alors, bonjour à tous, Céline Leroy. Juste pour me présenter en deux mots et juste situer mon positionnement, je vais avoir un positionnement plus opérationnel et financier, puisque je suis de formation expert comptable, je suis expert judiciaire, et moi j'interviens sur l'argumentaire financier dans le cadre de contentieux. Sur le passé, juste peut-être une remarque complémentaire. Je rejoins totalement Stéphanie sur l'analyse sur la force majeure. Nous, ce qu'on a pu voir, c'était que du coup, on avait plutôt des sujets à traiter qui étaient liés à l'imprévision. Et à l'époque, du coup, sur les crises antérieures, les mécanismes et le droit contractuel ne prévoyaient pas l'imprévision. Donc les dossiers qu'on avait à traiter lorsqu'on ne pouvait pas intervenir ou qu'on n'avait pas d'argument sur la force majeure touchaient à des mécanismes de clause de hardship.
Et ça, c'était des typologies de dossiers où on devait démontrer du coup qu'il y avait un déséquilibre économique significatif du contrat pour pouvoir du coup justifier d'une renégociation ou d'une rupture du contrat. Donc sur le passé, je pense que voilà, c'était une pratique, j'allais dire, qui n'était pas encore inscrite dans les textes, et on va pouvoir voir les évolutions, ce qui va être intéressant sur l'aspect opérationnel également. Oui, c'est vrai. On a pu voir qu'effectivement les épidémies chikungunya, Ebola, la dengue en Martinique ou H1N1, à ma connaissance, avaient plutôt donné lieu à des décisions qui n'avaient pas retenu la force majeure. Et donc, on pouvait se poser la question, mais qu'allait-il en être de la Covid-19, encore une fois, dans le cadre des rapports sur le droit privé. Et donc là, Monsieur le Président, est-ce qu'il n'y a pas eu finalement un virage par rapport à l'état du droit antérieur? C'est à mon avis un peu tôt pour dire ça. Je vais rappeler quand même les critères de la force majeure. Maître Smatpini en a dit un mot, mais c'est compliqué la force majeure. Je veux dire, c'est un peu comme le dol. C'est quelque chose qui produit des effets dévastateurs, mais encore faut-il arriver à prouver la force majeure. Alors c'est le 218 alinéa 1. Je le rappelle, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, ça c'est le premier point, qui ne pouvait être raisonnablement prévu, c'est le deuxième point, lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées empêchant l'exécution de l'obligation. Il y a trois conditions qui sont cumulatives: l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité qui empêchent l'exécution du contrat. Et il faut ajouter une chose, c'est que la Cour de cassation a toujours considéré qu'une obligation de paiement n'était pas concernée par la force majeure. Parce qu'une obligation de paiement n'a aucun caractère et ne peut revêtir un caractère d'impossibilité d'exécution. Voilà, donc, si on se place sur le terrain de la force majeure, les choses sont assez compliquées parce qu'il faut démontrer tout ça. Alors, il y a eu depuis l'imprévision, sauf que ce qu'on voit dans les contentieux qui sont venus chez nous, souvent, c'est que il y avait renonciation à l'imprévision. Vous savez que l'imprévision, on peut renoncer à l'imprévision. Et il y a des contrats où les rapports sont pas strictement équilibrés et souvent on vous dit bon ben voilà, si vous voulez travailler avec nous, il faut renoncer à l'imprévision. Voilà. Donc ça c'est un sujet. Mais jusqu'à présent, la juridiction que j'ai l'honneur de présider n'a pas retenu la force majeure, sauf dans un cas très particulier qui est EDF et Total Énergie, mais ça, c'est quelque chose d'un peu spécial, parce que la force majeure n'était pas établie, notamment pour les obligations de paiement. Et pour l'imprévision, on a eu des contrats qui excluaient l'imprévision. Ça, c'est une leçon qu'on pourra tirer pour l'avenir, parce que l'imprévision, c'est utile. C'est beaucoup plus utile en réalité que la force majeure, me semble-t-il. C'est beaucoup plus aisé à démontrer et à appliquer, à mon avis. Maintenant, le fait qu'elle soit facultative et qu'elle puisse être retirée, à mon avis, c'est pas forcément une bonne chose. C'est un autre sujet. Voilà. Tout à fait. Vous avez évoqué le contentieux EDF Total Énergie. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots? Bon, c'est un contentieux qui est arrivé assez vite, puisque il est intervenu en avril-mai 2020. Donc, le contexte, c'est dans le cadre pour insuffler la concurrence dans le marché de l'énergie, EDF doit fournir à des acheteurs de l'électricité nucléaire à un prix donné. Alors, en général, ça se passe bien, on achète l'électricité nucléaire pas trop chère et on la revend à ses clients. Sauf que la Covid, elle a fait quoi? Elle a fait que la demande d'électricité, comme vous pouvez vous imaginer, a baissé de façon radicale. C'est-à-dire que les gens qui achetaient de l'électricité pour faire tourner leurs machines, pour faire tourner leurs usines, soudain ils n'en avaient pas besoin parce que les machines ou les usines ne marchaient plus. Donc, il y a des acheteurs d'électricité qui ont dit, nous on veut plus acheter. Et il y a un contrat qui évoque la force majeure. Sauf que c'est pas la force majeure tout court. Et c'est ça qui rendait le contentieux un petit peu particulier. Il se trouve que c'est moi qui l'ai traité. La force majeure, c'est les critères que j'ai évoqués tout à l'heure, mais dans l'impossibilité d'exécution, il y avait un petit addenda qui disait c'est impossibilité d'exécuter le contrat
à des conditions économiques raisonnables. Alors là, ça change tout. Vous imaginez bien, je veux dire, à partir du moment où on vous dit c'est à des conditions économiques raisonnables, vous voyez que ça devient une mixité entre le hardship et la force majeure classique. Et donc, j'ai considéré, en fait, que, effectivement, la clause de force majeure pouvait s'appliquer. Et donc, il se trouve, c'était Total, mais il n'y a pas eu que lui, était fondé à réclamer la suspension du contrat. Et c'est une décision qui a été confirmée ensuite par la Cour d'appel de Paris. Donc, on est dans quelque chose d'un petit peu mixte, encore une fois, force majeure et imprévision. Mais c'était très intéressant. Et bon, il y a eu d'autres conflits, mais on pourra en reparler, je pense. Peut-être ouais. évoquer aussi le conflit avec les assureurs. Ouais, alors, oui. Là aussi, c'est des conflits qui sont arrivés un petit peu plus tardivement. L'idée, évidemment, c'est les restaurateurs qui se sont trouvés dans l'obligation de fermer leur établissement se sont retournés vers l'assureur pour se voir couvrir des pertes d'exploitation. Alors, le monde de l'assurance n'est pas un paysage unique puisqu'il est réglé par les contrats. Mais il y a eu des contrats qui étaient clairs pour dire non, on n'indemnise pas. Il y a eu des contrats qui étaient moins clairs. Et il y a eu un contrat qui a été assez largement diffusé par une compagnie. Il y a eu beaucoup de contentieux parce que le contrat visait expressément l'épidémie et visait donc la couverture en cas d'épidémie. Donc normalement tout va bien. Sauf que dans le même temps, on disait ah oui, mais cette couverture en cas d'épidémie ne fonctionne pas si dans le même département il y a un autre établissement qui ferme pour les mêmes raisons. Voilà. Et donc il y a eu évidemment, il y a eu, comme vous l'imaginez, des litiges qui ont été portés devant les tribunaux de commerce et ce à peu près dans toute la France. Alors il y a eu des décisions de premier niveau qui ont été un peu bigarrées. Au début, c'était un peu blanc, un peu noir, et puis progressivement, s'est dégagé une tendance qui a été de dire le contrat ne peut être accepté parce que en même temps qu'il indique qui couvre l'épidémie, dans les faits, une clause suivante vide de sens la couverture. Alors, il y a un certain nombre de décisions, et puis il y a eu des décisions de cour d'appel. On a 3 décisions de cour d'appel, 2 d'entre elles vont dans le sens, le contrat est vidé de sens, donc l'assureur doit indemniser le restaurateur, et puis il y a eu une décision de cour d'appel qui dit non, la clause est claire, et donc l'assureur n'est pas forcé de couvrir le préjudice. Il n'y a pas eu encore de décision de la Cour d'appel de Paris sur ce sujet-là, et il n'y a évidemment pas eu non plus de décision de la Cour suprême pour la cassation. Donc on l'attend avec intérêt. On s'était fondé assez largement là-dessus pour prendre les décisions. Enfin, le tribunal de commerce a rejeté en général, a dit le contrat est vidé de sens. Parce que vous avez je le rappelle, c'est l'interprétation des contrats. Et vous avez aujourd'hui un article, je sais plus si c'est 1128 ou quelque chose comme ça, qui dit que dans la difficulté de déceler l'intention commune des parties, il faut donner au contrat l'interprétation qu'une personne raisonnable va lui donner. Et on a considéré qu'à partir du moment où on parlait d'épidémie, ça se limitait pas à un cas, voilà, et que la compréhension classique et normale d'une personne raisonnable n'est pas de dire une épidémie, c'est une personne qui est touchée. Ou en tout cas dans un lieu. Voilà. Donc ça, c'était un autre cas. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être, Céline, est-ce que vous avez eu l'occasion d'intervenir dans le cadre du conflit avec les assureurs ou entre bailleurs et preneurs sur, vous voulez pouvoir nous dire quelques mots sur l'indemnisation, les questions qui ont été soulevées à cette occasion? Nous, ce qu'on a pu voir très concrètement sur ces dossiers, c'est, mais on l'a évoqué sous l'angle du droit, hein, c'est qu'il y a cette volonté de comprendre l'intention des parties et de comprendre la réalité économique derrière. Donc, on a eu énormément de travaux, pas énormément, on a eu des travaux à réaliser sur les 2 fondements juridiques, soit la force majeure et donc du coup le caractère irrésistible, soit sur l'imprévision et le caractère excessivement onéreux de la poursuite du contrat. Donc c'est sur ces sujets-là, en fin de compte, qu'on s'est rendu compte. C'était vraiment une période très particulière où on sentait que les parties étaient dans une logique, on reviendra après sur quelques exceptions, de bonne foi,
Donc il y avait vraiment une volonté des parties de comprendre l'origine des difficultés et les impacts. Donc on a fait énormément de travaux spécifiques de modélisation plutôt des impacts de la crise et de la démonstration du lien de causalité. Ça, c'était quelque chose qui est très très important aussi pour s'assurer que les conséquences financières qu'on chiffrait étaient bien liées à la crise et à la pandémie et n'étaient pas liées à d'autres phénomènes. Et le deuxième point, c'est qu'on a vu aussi au niveau des décisions une volonté de justement du tribunal de commerce et des instances de premier niveau de s'assurer qu'il y avait quand même un bien fondé aux actions. Et sur les loyers, c'était vraiment le cas, c'était de dire sur ce caractère irrésistible, pour avoir une décision vraiment favorable, fallait être en mesure de démontrer éventuellement qu'il y avait une impossibilité réelle de payer. Et ça, il y a eu de nombreux rejets sur ce fondement-là. Et le deuxième point aussi, c'est sur tout ce qui est volonté de trouver des solutions. On a vu énormément de suivi de la part de l'État et des volontés, on pourra en reparler, très fortes de l'État pour que les groupes respectent leurs délais de paiement et essayent de trouver des solutions qui soient des solutions pérennes pour l'activité. Sur les très grands projets, c'était souvent des négociations qui visaient à chiffrer concrètement les impacts, les retards et essayer de trouver une balance équitable entre les parties. Merci. Peut-être maintenant, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots, Stéphanie, de la manière dont les directions juridiques en interne ont vécu, puisqu'on a eu, je dirais, vos deux points de vue. C'est intéressant pour les directeurs juridiques de voir comment vous avez vécu, je dirais, la période. Est-ce qu'il y a eu plusieurs périodes et comment ça a été vécu en interne? Volontiers. Alors oui, ça a été un travail assez lourd parce que il a été évidemment, comme je dis tout à l'heure, il a été teinté de plusieurs moments. Et ce premier moment de sidération est évidemment le moment un peu compliqué où les uns et les autres, et en ce qui concerne le groupe dans lequel je travaille en particulier, on a beaucoup de BU, on a beaucoup de directions juridiques qui sont un petit peu décentralisées, en France, à l'étranger, etc. Et je crois que les uns et les autres ont voulu être très réactifs. Et pour certains, des courriers sont partis sans évidemment parfois qu'ils nous soient soumis, parfois par des opérationnels, parfois aussi par des juristes. Mais encore une fois, je pense qu'il y a eu une volonté à tout prix de réagir, mais les réactions étaient parfois un petit peu trop impulsives et les courriers nous sont revenus et le maître mot qui nous a vite été donné par la direction générale, c'était poursuite de l'activité à tout prix. Alors c'est pas forcément inhérent à notre activité, mais l'activité d'Orano implique nécessairement, notamment en raison de tous les problèmes de sûreté et de sécurité, une impérieuse nécessité de poursuivre l'activité. Donc le maître mot, c'était poursuivre l'activité coûte que coûte et préserver nos relations commerciales avec nos contractants et notamment les petites entreprises. C'est vraiment, on a eu une réunion de crise, une des premières, peut-être probablement le 17 ou 18 mars, où on nous a dit à tout prix, vous ferez tout pour ménager nos contrats. Donc c'était bien parce qu'au moins on avait une guideline et on a pu avoir après diverses manières de l'exercer. C'est là où je parle justement de tous ces courriers qui sont partis un peu à tort et à travers, qui ensuite nous sont revenus et dans lesquels on a vu que pour certains de nos opérationnels ou juristes avaient d'office qualifié la force majeure, d'autres au contraire la combattaient en fonction évidemment de la rédaction du contrat, mais aussi de la philosophie dans laquelle les uns et les autres pouvaient s'inscrire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté au sein de la direction juridique centrale à laquelle j'appartiens, un groupe de travail pour justement faire des espèces de tableaux de recensement des contrats concernés. Ce qui a été un travail assez lourd, qui a impliqué beaucoup de temps et a mobilisé pas mal de juristes, parce qu'il a fallu qu'on essaye de dégager une politique à peu près cohérente. Parce qu'on s'est dit, et ça c'est plutôt mon regard contentieux, on s'est dit à un moment ou à un autre, il y aura des contentieux, et j'y reviendrai, je pense que c'est ça, le temps du contentieux, en tout cas pour ce qui nous concerne, commence, peut-être que pour certains, il a commencé un peu plus tôt, mais pour nous, il commence. Mais ce travail vraiment de recensement a été hyper intéressant parce qu'on a pu essayer de dégager une politique commune et des réactions à peu près cohérentes en fonction des contrats qui, encore une fois, en fonction de nos co-contractants étrangers, français, prévoyaient des clauses assez différentes. Alors, on en a parlé pendant juriste habitué à la négociation de contrats, mais ce travail-là m'a permis vraiment de voir que on avait une politique de contrat assez court, avec des clauses assez courtes. Je pense que ce sera une des questions ensuite, c'est l'évolution de ces contrats qui avaient
parfois le mérite au moins de la simplicité et parfois évidemment de l'ambiguïté. Et c'est là aussi où je peux me permettre de dire ça dans cette sphère-là, c'est que il y a une petite schizophrénie aussi, honnêtement, quand on est à la fois client et prestataire. C'est-à-dire qu'on a envie d'interpréter différemment les contrats. Donc c'est vraiment l'objectif de ce groupe de travail que de se dire, dans ce contrat-là, on est client, voilà ce que dit la cause, voilà dans quelques mois l'interprétation qu'il faudra qu'on pousse devant un tribunal parce qu'on sait qu'il y aura un débat. Donc c'est vraiment ce travail-là qui nous a permis de nous préparer et finalement là où moi je suis intervenue personnellement, c'est pour faire de nouveaux courriers quand je sentais qu'il fallait justement pas du tout revendiquer la force majeure parce que c'était un vrai piège. Donc on a réécrit des courriers. Alors c'est toujours l'exercice très périlleux de ne pas non plus se dédire, mais en même temps d'expliquer que les choses ont évolué, qu'on a trouvé typiquement sur l'irrésistibilité des solutions palliatives qui permettront finalement et dans l'intérêt commun de poursuivre et de pérenniser notre relation commerciale et surtout d'avancer sur nos chantiers. Donc ça a été un exercice alors que j'ai trouvé personnellement très intéressant parce qu'il a vraiment nécessité d'être un petit peu agile et de voir aussi de permettre aux équipes de nous parler de leurs projets, de nous permettre justement des solutions qu'ils pouvaient mettre en œuvre pour pallier parfois l'absence des prestataires ou pour faire avancer un chantier en mode ralenti, etc. Donc ça, c'est vraiment l'exercice qu'on a fait, qui a duré quelques mois. Et puis ensuite, il y a eu une seconde phase qui a commencé à la fin du printemps, qui a été celle des premières médiations, parce que Orano est très friande de médiation, en tout cas l'était par le passé et avait des clauses de médiation obligatoires. Donc on a des premières médiations qui ont commencé et c'est là qu'on voit aussi que la pandémie est parfois instrumentalisée, évidemment, notamment dans le cadre de grands chantiers de travaux pour lesquels on avait déjà des retards. Les retards ont été évidemment démultipliés par la pandémie et il va falloir faire cet exercice analytique qu'évidemment nos intervenants aux travaux ne font pas, de distinguer ce qui relève vraiment du passé, ce qui relève précisément de la pandémie et ce qui relève peut-être ensuite de conséquences. Donc c'est finalement un exercice pour des juristes de travail sur la causalité, à mon sens, qui va être un travail difficile, qui n'est pas un travail qui se prête à la médiation. Donc on va voir un peu où nous mènerons ces médiations. C'est un travail qu'on mènera plus probablement devant Monsieur le Président. C'est un travail délicat d'analyse de la cause. Mais aujourd'hui, voilà, on est dans cette phase de médiation avec notamment une discussion qui est intéressante dans beaucoup de dossiers, c'est celle de l'application des pénalités de retard. Parce que ce qu'on a souvent fait, c'est qu'on a conformément aux instructions gouvernementales interrompu l'application des pénalités entre le mois de mars et le mois de juillet. Mais pour beaucoup de contrats, on les a repris nécessairement parce qu'il y a une réalité économique derrière assez vite en juillet. Et ça, c'est un reproche qui est très, très prégnant. C'est de nous dire annuler ces pénalités. On va trouver un accord, mais dans les 2-3 médiations aujourd'hui qui sont assez actives, on a cette problématique qui est assez psychologique aussi, de nous dire on est d'accord pour discuter, mais avant tout, vous annulez les pénalités. Voilà, c'est des témoignages très concrets. Mais alors c'est une initiative dont je suis très fière parce qu'on l'a faite en réaction justement et c'est une initiative qui est une initiative solidaire qui a été lancée sous l'égide du tribunal de commerce et avec l'impulsion de Monsieur le Président, avec le barreau de Paris, le cercle Montesquieu et la FJE qui pour disons une des premières fois à mon sens s'est réunie pour un projet qui était un projet de mobilisation de la communauté des juristes au service des entreprises. En fait, l'idée de ce projet était de se dire, on était dans cette espèce d'élan de solidarité où on voyait les hôpitaux de campagne se développer, où on voyait les uns et les autres faire des initiatives solidaires. Et la communauté des juristes, on s'est réunis avec Paris Place de Droit qui a porté ce projet en se disant comment nous, juristes, on pourrait aider les entreprises et on pourrait un petit peu limiter les dégâts et mettre le droit au service de l'économie. Donc on a créé cette plateforme qui est une plateforme de tierce conciliation, qui est en réalité une plateforme d'intermédiation, en fait, de mise en contact d'entreprises qui rencontreraient des difficultés contractuelles avec 100 personnalités du monde juridique, avocats, professeurs de droit, directeurs juridiques, magistrats, qui se sont portés volontaires pour, à titre bénévole, accompagner ces entreprises. Notre idée, c'était, en fait, notre constat de base était de se dire, de manière assez inédite, on a des contentieux possibles,
mais leur cause est assez systémique. C'est pas une problématique de mauvaise foi. On n'est pas sur une partie qui, de mauvaise foi, refuserait d'exécuter son obligation. Je reviens à cette idée de cause qui souvent nous permet de nous exprimer sur beaucoup de sujets. La cause ici, elle est systémique, c'est la pandémie, et donc ces entreprises-là ont peut-être besoin d'un coup de pouce, tout simplement, pour essayer de trouver un accord. On anticipe le contentieux. La singularité de cette plateforme, c'était de se dire, on veut vraiment anticiper les contentieux. On est bien avant les contentieux, on n'est pas dans une médiation, on n'est pas dans une conciliation. C'est pour ça que le terme de tierce conciliation avait été choisi. D'ailleurs, il a suscité beaucoup de discussions entre nous, mais l'idée était de se dire comment se prémunir d'un contentieux. Et l'idée était de permettre aux entreprises de conclure souvent des avenants contractuels, pas forcément des transactions aussi, mais surtout des avenants, et de renégocier leurs contrats. Voilà, c'était une initiative qui avait vocation à être éphémère puisque elle était calée finalement sur la pandémie, donc elle est en train de prendre fin, mais cette communauté de juristes qui s'est mobilisée et qu'on remercie évidemment beaucoup reste mobilisée pour la suite et en fonction de ce que l'avenir prédira. Voilà. Vous avez aussi évoqué la possibilité d'une approche peut-être plus dure de seconde vague qui serait plutôt devant nous. Peut-être, je ne sais pas si vous voulez nous en dire ou Céline, peut-être vous, et comment vous voyez les perspectives des prochains contentieux à venir. Est-ce qu'on est moins dans une période où finalement tout le monde subit, tout le monde essaie de trouver des solutions pour arranger? Est-ce que là, maintenant qu'on a quand même un peu plus de recul et qu'on n'est plus dans la sidération, comme vous disiez Stéphanie, est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers une Je dirais que c'est probable parce que pour rejoindre ce que disait Mme Spinelli, l'idée des premiers contentieux, au fond, c'était il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Si vous voulez, dans un litige, il y a une phase préparatoire, on commence par pas s'aimer vraiment, et puis après on se déteste cordialement, et on va devant le juge. Mais là, c'était pas le cas. On se retrouve avec deux parties dont on peut pas dire que l'une a fait exprès d'eux, etc., etc. C'est deux parties qui sont au fond dépassées par quelque chose qui leur est totalement extérieur. Alors, tout ça c'est très bien, mais il y a un moment quand même où on fait des comptes, quoi. Et il y a des réalités financières qui vont s'imposer évidemment aux acteurs économiques, et il est probable que on arrivera à des contentieux où oui, on aura des choses plus dures. Ça, je le crois. Pour l'instant, encore une fois, on le voit pas trop. Qu'est-ce qu'on a eu en fait comme grand litige? On a eu alors beaucoup de compagnies d'assurance, j'ai évoqué, ça tourne toujours autour des pertes d'exploitation. C'est pas terminé d'ailleurs, hein, parce que aujourd'hui on est à la phase d'expertise. Alors, ça va prendre encore un petit peu de temps, mais on va quand même déboucher. Bailleurs-preneurs, ça beaucoup, et on a eu dans les deux sens avec des arguments, les preneurs disant ben non, nous on veut pas payer parce que dans les faits le bailleur ne met pas le local à notre disposition. Bon, alors on peut discuter, hein, je veux dire, mais ça ça ressortira plutôt du contrat de bail et de l'interprétation qu'en feront les tribunaux judiciaires. Ça a été ça. Puis il y a eu des contentieux qui ont fait la une des journaux, qui sont induits par le Covid, mais qui ont une spécificité. Je pense notamment à tout ce qui concerne la Ligue de football, Canal+, etc., qui part de l'impossibilité pour Mediapro, enfin de la non-volonté du premier contractant de payer ce qu'il devait payer. Et donc, il y a eu toute une oui, on va rentrer sûrement dans des contentieux plus compliqués, oui, je crois. Jusqu'à présent, on a refusé la force majeure dans tout ce qu'on a vu. Et l'imprévision est une clause rare, parce que souvent, il y a une des deux parties qui dit il n'y aura pas la clause dans le contrat. Voilà. Bon. Jusqu'à présent, c'est assez concentré sur finalement l'impact de la pandémie sur les contrats existants. Mais on sait qu'il y a eu des textes qui ont été d'enrayer les effets et qui ont eu des impacts sur l'exécution des contrats. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être maintenant de la suspension des procédures d'exécution, de tous ces textes qui ont été pris en application
Alors ça, c'est une des ordonnances du 20 mai 2020 qui trouve son application dans le cadre d'une procédure qui est une procédure particulière, qui est une procédure amiable, qui est la conciliation. Alors ça n'a rien à voir la conciliation en termes de contentieux, hein, c'est la conciliation dans le cadre du traitement des difficultés des entreprises. C'est une conciliation mandat ad hoc. Pour ceux, je le précise pour ceux qui ne sont pas familiers, parce que malheureusement, on utilise conciliation pour pas mal de réalités qui sont différentes. La conciliation, donc, est une procédure amiable, hein, à la différence d'une procédure collective. Mandat ad hoc, conciliation, procédure amiable, sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire, procédure collective. Bon, ceci posé. Alors, il y a eu un texte du 20 mai 2020, notamment un article 2 qui dit, dans le cadre d'une conciliation, le juge peut ordonner à la demande du débiteur la suspension des obligations ou la suspension des procédures d'exécution, etc., etc. Alors ça, finalement, quand vous êtes débiteur, vous dites ça, c'est super. Je vais rentrer en conciliation et je vais demander au juge. Et on a eu effectivement, alors les procédures amiables ont connu pendant toute la crise, pour d'autres raisons aussi, ont connu un vrai succès. Autant les procédures collectives se sont affaissées, autant les procédures amiables ont eu beaucoup de succès. Et donc, on a eu beaucoup de débiteurs qui sont venus en disant, bah voilà, monsieur le conciliateur, il faut suspendre les procédures d'exécution. On trouve ça très souvent dans les bailleurs preneurs. Hein. C'est souvent des groupes qui doivent de l'argent à leurs bailleurs, etc. Bon. Et, alors, c'est un peu compliqué, moi, je trouve, parce que, d'abord, ça dénature en partie la conciliation, parce que ça introduit, dans la conciliation, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas affecté par la conciliation. Là, on vous tord le bras, concrètement. Je veux dire, on dit, ben voilà. Et on vous tord le bras tout le temps de la conciliation. C'est-à-dire, c'est quand même un petit peu de temps. Ce qui fait que d'ailleurs, la conciliation, aujourd'hui, a à peu près tué le mandat ad hoc. Et que peut-être ce sera une disposition qui sera reprise dans de nouveaux textes. Je suis pas très favorable, mais c'est comme ça. Donc là, on a eu beaucoup de contentieux dans ce domaine-là. Il y a un certain nombre d'entreprises, je ne vais pas les citer, mais dont l'activité assez largement tient à la location. Location pour des locaux des appartements de vacances ou des choses comme ça, ou location pour des appartements spécialisés ou des studios spécialisés pour les étudiants. Là, on a eu beaucoup de demandes dans ce domaine-là. Donc ça, c'est un vrai effet Covid. Et nous, on est très attentifs à tenir compte, certes, de l'intérêt du débiteur, mais aussi du créancier. Je veux dire, on est quand même dans une économie où il y a assez facilement des effets de chaîne. Donc si on dit, bah voilà, on suspend tout, oui, les conséquences pour les créanciers, quelquefois, c'est des conséquences extrêmement difficiles. Et donc, pour les tribunaux, et en particulier pour Paris, on a organisé là-dessus des débats contradictoires pour pas prendre des décisions sans connaître la situation. Voilà. On verra si cette disposition survit à la crise Covid. Personnellement, je ne le souhaiterais pas, et je ne suis pas député non plus. Qu'en est-il sur les contrats internationaux, notamment en matière de contrats d'acquisition, et en particulier là, on va l'attendre, les parties envisagent l'application de burn-out dans les contrats dans un environnement qui est bouleversé par la pandémie. Oui, c'est vrai qu'on a abordé donc les sujets plutôt les problématiques sur lesquelles il y avait des dispositifs légaux et des dispositifs dérogatoires. Ce qu'on a pu voir dans l'environnement des transactions, donc des deals, c'est qu'on est dans un monde où il n'y a pas eu de mesures dérogatoires de mise en place pour permettre de gérer justement cet événement imprévisible et qui a créé énormément d'insécurité sur tous les deals qui étaient en cours, puisque d'un seul coup, il y avait deux grosses problématiques qui se posaient très concrètement. C'était de mesurer les conséquences de la pandémie et donc l'intérêt
de l'acquisition de la société. Là, on était plutôt côté acquéreur. Et le deuxième point qui s'est posé très rapidement comme question, c'était les financements. Forcément, compte tenu de la crise et de la brutalité de l'événement, il y a eu toute une phase de sidération, ce qu'on disait tout à l'heure, où tout le monde s'est retrouvé à regarder la situation et de se dire, bon, bah, très bien, est-ce qu'on y va, on n'y va pas, est-ce qu'on acquiert les sociétés, on les acquiert pas, quelles sont les perspectives du business model dans ce contexte-là et qu'est-ce qui va se passer, et les financeurs également, principalement du coup les banques, se posaient énormément de questions pour savoir s'ils suivaient les deals. Donc pas de mesures dérogatoires. Nous, ce qu'on a pu voir donc sur ce premier niveau, j'allais dire à court terme, sur les deals qui étaient en cours, c'était la mise en œuvre de dispositifs très particuliers dans les contrats d'acquisition, qui sont ce qu'on appelle les MAC, donc tout ce qui est Material Adverse Change, qui permettent du coup à soit l'acquéreur, soit au financeur de pouvoir se désengager lorsqu'il y a un événement qui était totalement imprévisible et défavorable, je reprends les termes, important, permettant une remise en cause de la valeur de la cible. Et là, il y a eu un certain nombre de dossiers, alors j'ai repris ceux qui étaient médiatiques, qui sont apparus. Par exemple, il y avait une OPA hostile de Xerox sur HP. Et dès mars 2020, Xerox a dit que compte tenu des incertitudes, il stoppait totalement l'OPA sur HP. Et en regardant et en préparant cette intervention, j'ai voulu voir où en était l'histoire. Et il faut savoir qu'en juillet 2021, donc il y a là tout récemment, donc un peu plus d'un an après, en fin de compte là c'est c'est HP qui fait une offre de rachat sur Xerox parce que HP la valeur de son cours a monté de 34% et Xerox sa valeur a baissé de 43%. Donc le rapport de force est totalement inversé et il redémarre une négociation. Donc c'est plus une OPA hostile mais ça devient une négociation amiable d'acquisition. Donc comme quoi ces mécanismes-là existent. Pareil, il y a eu le rachat de Cruise Line qui vendait des billets, de croisière, qui du coup il y avait un changement du fonds d'investissement qui détenait la participation. L'acquéreur du coup a voulu arrêter l'acquisition de cette société en se disant bon, très bien les croisières, je ne vois pas trop l'avenir du business model, j'ai un peu peur donc je stoppe. Et le fonds qui détenait la participation, qui a demandé, je crois que c'était devant le TC de Paris aussi, une exécution forcée de la vente, qui en première instance a été refusée. Il y a des procédures en appel et a priori, pour l'instant, ils ont abandonné l'opération et ils sont plutôt sur des problématiques de dommages et intérêts. Donc ça, c'est des cas très concrets sur les acquisitions à court terme. Après, le mécanisme qu'on citait, le deuxième niveau qu'il y a eu sur les acquisitions, c'était l'impact sur les mécanismes de complément de prix et d'earn-out, puisque voilà, nous on a eu à traiter des dossiers où d'un seul coup il y avait des compléments de prix qui étaient basés. Alors, il y a eu deux mouvements. En 2020, on était plutôt sur le calcul des compléments de prix de l'année 2019. Donc là, on n'était pas encore impacté par la crise, et du coup les groupes étaient très agressifs parce qu'il y avait une crise pour ceux qui devaient verser le complément de prix de ne pas le verser, compte tenu des incertitudes, et pour ceux qui avaient un 2019 réalisé qui était en ligne avec les performances et qui permettait donc aux cédants d'avoir ce complément de prix, de se dire il faut à tout prix qu'on sécurise ce complément de prix et qu'on l'ait parce que si on en a un complémentaire sur 2020, ça va être très compliqué. Donc, mais on a eu des négociations très dures sur le sujet, ça s'est très bien passé et aussi des intentions des parties de comprendre la situation sur une très grosse opération française. Je ne citerai pas parce que sur cette partie c'est pas connu, mais dans le retail non alimentaire. Ils ont eu également l'intelligence de dire très bien le complément de prix de 2020, on ne va pas réentamer une procédure, on sait que ça sera très compliqué de faire la part des choses et de justifier le fait qu'on ne verse pas ou qu'on verse un montant de complément de prix. On accepte d'un commun accord de reporter sur 2021 le complément de prix. Voilà, l'enjeu il est... Vous avez tous une version des normes. Je pense essayer d'identifier les contrats qui étaient plutôt à risque et un travail qui a été fait. Oui, alors on a fait même un très gros travail. si je dois l'avouer, on a communiqué, on a fait des articles, on a fait des études, on a même produit une plaquette parce que c'était le point qu'abordait Stéphanie tout à l'heure. On s'est rendu compte que pour les sociétés, à très court terme et très rapidement, le besoin pour les dirigeants était d'avoir une visibilité sur les contrats à risque. Et le fait d'avoir une casquette à la fois contentieuse et opérationnelle, financière et éventuellement avec une approche juridique, avec les directions juridiques,
plus de contrôle interne, nous a permis de mettre en place très rapidement une démarche très intéressante que Stéphanie indirectement a mis en place en fin de compte. Donc je vais la reprendre en grande ligne, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'à très court terme, on s'est dit très bien, il y a 3 étapes importantes pour un dirigeant d'entreprise à date, c'est d'identifier les contrats à risque, c'est d'être capable après, sur ces contrats à risque, de mesurer l'impact de la crise pour pouvoir prendre les décisions, on y reviendra, et troisièmement, de justifier cette décision, que ça soit à court terme pour une négociation, que ça soit à long terme dans le cadre d'un contentieux. Pour faire de manière très simple et ne pas trop déborder sur le temps, parce que, sur les critères, on a fait une analyse. Il y avait des critères à très court terme qui permettaient d'identifier un contrat à risque. À très court terme, il y avait 2 thèmes principaux. Il y avait tous les contrats qui avaient un jalon significatif de paiement à très court terme. On l'a cité tout à l'heure, on travaille énormément dans le secteur du sport et en particulier du foot. Je suis une spécialiste foot, ça ne se voit pas, mais le hasard des dossiers a fait que. Et donc du coup, on a vu, et vous l'avez suivi dans la presse, il y a eu une guerre sans fin pour éviter de payer les droits de rediffusion sur la Ligue 1 et la Ligue 2 parce que c'était des jalons de paiement très significatifs. Donc tous les contrats on s'est rendu compte que tous les contrats, quand c'est un screening, que les opérationnels faisaient un screening, tous les contrats qui avaient un jalon de paiement à court terme significatif allaient être très certainement des contrats à risque, en tout cas sur lesquels il fallait mettre en place un dispositif de suivi de ce risque-là, parce que c'est très certainement une négociation. Le deuxième critère qu'on a vu apparaître aussi, c'était la disparition d'un élément essentiel du contrat. On en a parlé sur les OPA. À partir du moment où l'activité, le business model n'a plus la valeur attendue, forcément il y a un risque. Et peut-être même, alors je sors un peu du cadre puisqu'on n'est plus à risque, mais ce qu'on a vu aussi apparaître, c'était des contentieux opportunistes sur des secteurs qui ont été boostés par la crise. Les laboratoires d'analyse médicale sont devenus notre fonds de commerce en termes de contentieux. Tout simplement parce qu'ils ont pris une telle valeur. Tous les laboratoires qu'on trouve qui font les tests Covid ont pris une telle valeur. Souvent, ils sont détenus par des personnes physiques qui sont potentiellement en fin de carrière ou en tout cas à un moment où ils veulent valoriser leur business model. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment toute une économie, une structuration de ces réseaux qui sont de plus en plus, du coup, compte tenu de leur rentabilité, rattachés au monde de la finance et au monde du private equity et des fonds d'investissement qui portent un intérêt très 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 poussé sur cette activité-là, et du coup qui se trouvaient confrontés à une problématique, c'est que ce sont des réseaux protégés comme dans le cadre de la grande distribution, on est sur des modèles un peu similaires à la grande distribution, soit avec des franchises, soit avec des modèles de protection avec des clauses de préemption ou des clauses de rachat prioritaire par les actionnaires ou les membres du réseau actuel. Et du coup, il y a eu tout un nombre de stratégies de mise en place. Alors c'est le mauvais côté qu'on évoquait tout à l'heure de la crise. Là, on n'est plus dans le solidaire. C'était la volonté de chercher des mécanismes pour contourner ces dispositifs qui protégeaient des réseaux et permettre du coup les cessions d'un certain nombre de laboratoires pour accroître d'autres réseaux. Donc on était vraiment sur des stratégies pas de cannibalisme, mais en tout cas, comme le marché était saturé, de conquête de parts de marché. Et juste pour finir, à moyen terme sur les indicateurs, sur la phase d'identification des contrats, je pense, et ça c'est toujours un sujet qu'on suit de notre côté, il y aura les contrats qui sont liés au secteur d'activité impacté, on en a parlé, l'aéroportuaire, le ferroviaire, le transport, sur lequel je pense qu'à partir du moment où on a des contrats avec ce type de sous-traitants, il y a des risques. Les co-contractants, on l'a vu dans les grands projets, les sous-traitants qui financièrement sont fragiles, il y aura des risques de renégociation. Et le deuxième niveau aussi, c'est tous les groupes qui ont annoncé on a suivi tous les profit warnings et les communications financières des grands groupes qui ont annoncé des mesures de réduction de coûts et d'investissement surtout. Un certain nombre de groupes, forcément, face à la crise, ont pris des mesures de restriction des investissements, principalement sur des activités qui sont non-core business et qui du coup vont conduire à une révision, j'allais dire, de leur plan d'investissement et éventuellement de leur contrat ou de la continuité de leur contrat sur un certain nombre d'activités. Donc ça, c'est les deuxièmes indicateurs à suivre. Et après, je pourrais détailler la plaquette et la démarche, mais après, c'était classiquement ce qu'on a indiqué. Ce qu'on a fait très clairement, c'est qu'on a voulu du coup accompagner les groupes pour évaluer l'impact du coup de la crise sur leur business model. Donc c'est de la modélisation vraiment financière, là, de dire ok, on reprend le contrat, on le remet à plat, qu'est-ce que ça donne. Et on a aussi travaillé énormément sur les impacts des scénarios de sortie. Et ça, c'était vraiment très intéressant parce que à partir du moment où un groupe se dit bon bah très bien, ce contrat
où je suis dans une situation pour l'exécuter, je peux pas faire valoir le caractère de force majeure et je dois démontrer soit l'imprévisibilité, soit je dois trouver une autre solution de négociation. C'est vrai qu'on a fait des scénarios où on a analysé les impacts en fonction d'une sortie pour faute à tort exclusif, et on parlait tout à l'heure des procédures collectives. On a eu un dossier très intéressant, on a été même jusqu'à l'analyse du coup de l'impact que serait de la prise de décision de passer en état de cessation de paiement et du coup en procédure collective, et de chiffrer du coup les conditions de sortie pour une inexécution rendue impossible du fait de la situation. Donc tous ces sujets-là sont des sujets aujourd'hui qui sont sur la table. Merci beaucoup. Et juste pour faire effectivement la transition, vous disiez, vous aviez analysé finalement tous les arguments que les parties pouvaient trouver. Peut-être Stéphanie, pouvez-vous nous dire, vous en interne, effectivement, je pense que dans les directions juridiques, on a pu penser suspension, résolution, résiliation, renégociation sur fondement d'imprévision. J'imagine que tout ça a été aussi brainstormé en interne. Ah oui, ça a été très brainstormé en interne, et c'est très difficile d'avoir une réponse homogène, parce que, comme je l'indiquais tout à l'heure, et je pense qu'on a les uns et les autres été confrontés à ce genre de difficultés, tout va évidemment dépendre du statut qu'on a dans le contrat, de ses enjeux, et aussi disons, du temps contractuel. Céline, tu évoquais les jalons. Ça, c'est vrai que c'est une problématique qui était très prégnante, c'est-à-dire que certains contrats sont des contrats de très longue durée pour lesquels finalement on avait un peu plus de souffle, et d'autres nécessitaient des réactions plus immédiates. Donc on a, de manière générale, et pour schématiser, à ce stade, toujours essayé de préconiser la renégociation, indépendamment des clauses d'imprévision, parce que, comme je l'expliquais, on a eu la chance, entre guillemets, d'être dans une phase assez consensuel pour l'instant, mais je sais très bien, puisque encore une fois, j'interviens plutôt avec une casquette contentieux, et les premiers pré-contentieux arrivent. Cette phase consensuelle a réellement des limites. Vous parliez du temps des comptes, on est vraiment dans ce temps des comptes. Certains contrats ont pu être renégociés de manière temporaire, je dirais. On a réussi à trouver des solutions ponctuelles de sortie pour essayer de s'accommoder les uns et les autres pour les quelques mois, je dirais vraiment entre mars et juillet. Mais ces solutions temporaires, qui avaient vocation à être temporaires et éphémères, aujourd'hui sont un peu remises en cause, évidemment. Alors parfois par nous, encore une fois, quand on est client, parfois par nos clients précisément quand on est prestataire. Donc voilà, on a vraiment privilégié la renégociation. Les arguments, c'est toujours les mêmes, encore une fois, hein, je me répète un peu, mais c'est vraiment ce travail analytique de causalité et d'analyse de la réelle impossibilité d'exécuter nos obligations ou pas. Et là, on a typiquement un dossier dans lequel un contrat informatique très complexe, dans lequel on est client, et notre fournisseur nous explique, après avoir permis un certain nombre de mesures palliatives temporaires, aujourd'hui nous dit on a perdu énormément d'argent, ce qui n'était pas du tout la question quand on a mis en place les mesures. C'est-à-dire qu'on savait que ce serait sous-jacent à un moment ou à un autre, mais dans le cadre de la poursuite de nos activités, et également pour eux en tant que prestataires, ils avaient également besoin de pérenniser leurs relations contractuelles, donc c'était assez win-win à cette époque-là. Aujourd'hui, ils nous disent bon, en réalité, on a fait plein de trucs pour vous, on s'est accommodé, le télétravail, on a mis nos salariés en télétravail, les vôtres étaient en télétravail, les besoins ont changé, donc finalement, le périmètre du contrat a évolué, ce qui n'était pas du tout un débat qu'on avait eu à l'époque. Alors on sentait qu'il émergerait, mais aujourd'hui, on a vraiment un très lourd contentieux finalement, parce qu'on se dit ils ont été super réactifs et super consensuel, et en fait aujourd'hui ils nous demandent des montants astronomiques dans lesquels du coup on est en train de refaire toutes les discussions, de ressortir précisément tous les courriers, d'où l'importance, on le sait tous, de chaque mot dans nos courriers, parce que là évidemment on se retrouve avec une kyrielle de courriers qui ont été échangés en disant un tel est en télétravail, comment faire, comment aménager ça, enfin voilà, plein d'aménagements qui se sont faits de manière alors je dirais pas du tout cavalière, mais presque, parce que finalement ça a été fait de toute bonne foi. Mais aujourd'hui, il faut encore une fois recenser tout ça et essayer de trouver des solutions globales. Et ça, c'est un de nos premiers contentieux vraiment où on a poursuivi l'activité, qui, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, était l'objectif qui nous a été donné. Mais néanmoins, maintenant, le temps des comptes va être un temps compliqué parce que il va falloir et encore une fois, je me répète, pardon, mais il va falloir qu'on distingue ce qui relevait vraiment de la pandémie et ce qui, par ailleurs, relevait de défaillance de notre prestataire qui, en réalité, pandémie ou pas, était incompétent ou insuffisamment compétent sur telle ou telle prestation. Donc, c'est un travail qui va être long et
on est en médiation en ce moment dans ce dossier-là, mais je sais bien que la médiation va être difficile. Et si on parvenait pas à une médiation, ce que je crains, c'est d'aller devant le tribunal, avec tout le respect que j'ai pour le tribunal de commerce, mais ça va impliquer une expertise. Et en fait, c'est ça qui est quelque chose qui est assez lourd et chronophage, et ça va être très compliqué. Un dossier dont on a besoin qu'il aille vite, finalement, ça va être une expertise très technique, informatique, sur précisément les mesures qui ont été prises, est-ce qu'elles nécessitent une contrepartie financière ou pas. Donc on aimerait que la médiation fonctionne, mais on craint que finalement ce soit un contentieux qui va être un contentieux qui va durer très longtemps. Vous avez dit que c'est le temps des comptes, c'est peut-être aussi du coup le temps d'une première conclusion sur probablement l'efficacité des contrats. Merci du rédacteur. Et est-ce que vous avez noté des évolutions dans la manière dont les contrats sont rédigés, en particulier évidemment avec les dispositions majeures, et vous avez tout à l'heure évoqué l'intérêt du contrat très long, du contrat au contraire très court. Est-ce que vous avez là quelques recommandations en matière? Vous avez vu des évolutions? Moi, je voudrais juste dire un mot là-dessus, c'est que l'épidémie montre quoi? Elle montre, au regard des contrats, c'est que aucun contrat n'épuisera la réalité. Ça, c'est une certitude. Personne n'a jamais vraiment pensé l'épidémie. Je veux dire, si on est sérieux, on savait que ça pouvait exister, etc. Mais quand on vous parlait de plan de continuité d'activité, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire on se retrouve tous dans un endroit avec de la puissance informatique. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé éparpillé façon puzzle, et chacun avec sa propre puissance informatique. Donc, encore une fois, un contrat n'épuisera jamais la réalité. Alors, si j'ai le point de vue du juge au fond, quand il est face à un contrat et à un contexte qui a changé, et je me situe pas s'il y a une clause d'imprévision, etc., etc. Qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher quand même la commune intention des parties. C'est ça qui est essentiel. Donc moi, si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il faut être le plus explicite possible s'agissant du but du contrat, de l'objectif poursuivi dans le cadre de ce contrat et de la commune intention des parties. Et c'est à l'aune de cela, à l'aune de ces explications, que le juge pourra trancher. Parce que de toute façon, vous n'arriverez jamais, même si vous faites des contrats de 1000 pages, je veux dire, ou plus encore, vous n'arriverez jamais à tout prévoir. C'est une évidence absolue. Et alors là, bon, on va évidemment maintenant dire, comme dans les épidémies, voilà, on fait ça. Ce que font les assureurs aujourd'hui. Ils suppriment les contrats. Enfin, ils couvrent pas l'épidémie, ils le disent clairement. Mais le prochain événement sera pas ça, ce sera autre chose auquel personne ne pense aujourd'hui. Donc voilà. Donc je pense que, encore une fois, ce qui est essentiel, en tout cas quand on va devant un tribunal, c'est que le juge puisse comprendre et ait une vision claire de l'objet du contrat et de la volonté commune des parties. Petite question, Monsieur le Président, j'en profite. J'entends bien qu'il faille, et au contraire, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il faille absolument préciser l'intention des parties dans l'objet, dans les premières dispositions du contrat. Mais quid de la clause justement de force majeure? Est-ce que, à votre sens, c'est vraiment une question qu'on se pose, hein, parce que Mathieu, tu posais la question. Est-ce qu'on doit les revoir ou pas? J'indiquais que chez nous, on avait plutôt, sauf dans les contrats anglo-saxons, des clauses courtes. Dans les contrats anglo-saxons, c'est une litanie de causes et de possibilités couvertes ou pas par la force majeure, ce qui devient... Enfin, moi, je suis pas fanatique de ce genre de clauses. Je préfère justement qu'on s'en réfère à l'intention des parties. Mais du coup, la question se pose vraiment avec une acuité particulière aujourd'hui. Est-ce qu'on devrait quand même prévoir des clauses de force majeure avec une liste, si pas exhaustive, au moins relativement précise de cas, ou bien est-ce qu'on s'en cantonne à une analyse par le juge de l'intention et des parties et de l'interprétation globale du contrat? Le problème de la force majeure, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est que c'est défini par les textes. Vous avez des critères, vous êtes dans les critères, vous n'êtes pas dans les critères. Contractuellement, j'ai fait allusion au contrat EDF, etc. Là, on peut aussi aménager comme ça, c'est-à-dire faire un contrat un peu mixte finalement. On dit c'est la force majeure, mais vous avez un petit addenda qui en fait transforme quand même singulièrement la portée de la force majeure. Donc à mon avis, on peut plus réfléchir à cela.
Pour le reste, oui, c'est bien d'adhérer à l'idée de préciser. Ah oui, ça, j'en suis absolument persuadé. Juste en 2 mots, oui, je prends pas longtemps. D'accord. En complément, mais totalement pour aller dans le sens de ce qui a été dit sur le fondement des contrats, la dernière recommandation que je ferai d'un point de vue purement financier et opérationnel, parce que nous, il nous arrive du coup de devoir interpréter financièrement des clauses. Je vais juste citer 2 exemples. Des clauses pénales, ça m'a fait penser en entendant le sujet. On a eu un contrat, un grand projet informatique qui a dû être abandonné dans le cadre de la crise. Et il y avait une clause pénale qui prévoyait du coup une indemnisation très forte, puisque les investissements initiaux étaient portés par la société créatrice du logiciel et de la solution informatique, sans que ce montant soit documenté. Et donc du coup, nous, on a travaillé a posteriori pour expliciter la justification économique du montant demandé et prouver que c'était pas une clause qui était une clause pénale anormalement élevée, excessive. Donc ça, je pense que opérationnellement, la seule recommandation que je peux faire, ne pas faire des contrats complexes, oui, mais travailler avec vos opérationnels pour avoir une réalité économique et documentée derrière. On l'a vu sur cette clause pénale, je l'ai vu sur une clause de hardship qui prévoyait justement un dispositif de rupture en cas de déséquilibre significatif, mais le business plan, l'équilibre initial du contrat n'avait pas été documenté. Donc la première étape qu'on a dû faire, c'est de retravailler avec les opérationnels pour documenter l'équilibre initial et prouver en quoi et quelle était l'ampleur du déséquilibre suite à un volume moins important. Je n'en dirai pas plus. Je n'ai pas dit merci beaucoup. Les décisions attendues auxquelles les juges devaient prêter attention dans les prochains mois. Si j'en juge par le type de contentieux qu'on a eu, et si vous travaillez dans une compagnie d'assurance, soyez extrêmement attentif aux décisions de la Cour de cassation sur les conflits qui ont eu lieu et auxquels j'ai fait amplement allusion. Bon, il y a d'autres contentieux qui suivront leur cours. Non, moi, en dehors de cela, si, il y a eu évidemment les agences de voyage et les transports aussi, c'est clair. Si vous êtes intéressé, vous aurez matière à réflexion. Sinon, il n'y a pas d'autres grands contentieux, parce qu'une grande partie des contentieux qui sont survenus ont fait l'objet d'accords et ont été retirés par suite d'accords des parties. Je citerai pas les noms, mais tout le monde les a en tête. Merci beaucoup. Je vous propose de prendre quelques questions. Je sais pas si c'est le micro. Ah, voilà, il y a un micro. Alors, la première. Oui, non, j'évoquais juste par rapport à ce qu'on attendait, en tout cas moi pour ma part, attentivement, c'est l'avis de la Cour de cassation du 5 octobre sur le sort des loyers impayés. Voilà, donc je sais pas si vous avez des observations par rapport à ça, mais en tout cas moi c'est un point que je surveille de près au-delà des contentieux. Non, je voudrais faire une réflexion là-dessus parce que en tant que juridiction de premier niveau, si vous voulez, je trouve que dans notre système, il nous a manqué précisément la possibilité de pouvoir avoir assez rapidement des avis de juridiction, soit du 2e niveau, soit du 3e niveau. Parce que là, il y a beaucoup de contentieux, des contentieux qui sont systémiques. Hein, je fais allusion aux assureurs. Et j'ai regretté, tout en évidemment en ne faisant pas obstacle au fait que chacun occupe sa place, etc., etc. Mais j'ai regretté qu'on puisse pas avoir ce mécanisme de consultation, d'interrogation, pour dire, peut-être indiquez-nous les éléments essentiels qui vous paraissent dans ce type de conflit et ce à quoi il faut être particulièrement attentif. Donc moi je comprends très bien et on a ressenti ce manque-là. Je l'ai dit d'ailleurs. À quoi je suis intervenu il y a pas longtemps dans un débat à la Cour de cassation sur la crise Covid. Et j'ai indiqué cela, que on était dans l'attente d'une formule de cette nature-là. Parce que, effectivement, ça conditionne énormément de contentieux. Et sur les loyers, oui, évidemment, ça concerne beaucoup de gens, ça c'est sûr.